Eh bien, nous sommes maintenant dans cette matinale de géopolitique profonde, nous sommes mardi. Mardi, normalement, c'est le jour de Sylvain Ferreira, mais Sylvain Ferreira, il est occupé ce soir sur le plateau de Mike Borowski à 19 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va essayer de faire sans, c'est compliqué de faire sans l'un de nos GOAT numéro 1, qui est Sylvain Ferreira. Vous le retrouverez la semaine prochaine. Mais nous avons la chance d'avoir énormément, et pas seulement un expert sur la géopolitique mondiale, qui en plus, là, bien, nous allons voir, est la personne que nous invitons aujourd'hui, un spécialiste de l'armement, des armes de toute dernière génération, qu'elles soient issues de la Fédération de Russie, des États-Unis, de la Chine. On ne parlera pas trop de l'Europe, on n'a pas l'impression qu'il soit en premier plan non plus sur ce sujet. D'abord, bonjour Stéphane Bonnard et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour à vous et merci de me recevoir. C'est un grand plaisir de participer à GPTV et puis un bonjour aussi à tous les auditeurs de GPTV. Réinformation sur le monde, c'est le site que vous tenez de façon vaillante, sans discontinuer. En tout cas, ça fait au moins 7 ans que vous vous intéressez à ces sujets de géopolitique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour qu'on apprenne à mieux vous connaître, vous êtes un ancien, vous avez servi dans l'armée, vous êtes un ancien militaire, et dans les postes les plus nobles du renseignement, tels que le secrétariat général à la défense nationale, le fameux SGDN mythique, en tout cas pour ceux de ma génération, à l'époque où nous avions fait notre service militaire. Qu'est-ce qui vous a, à part évidemment ce service rendu à la nation, incité à faire et à vous intéresser tant et à vouloir nous informer ou nous réinformer sur la géopolitique mondiale? Eh bien, en fait, quand j'étais au SGDN, mon chef, c'était le directeur de la Défense nationale, Monsieur Gombeau. Et comme j'étais un citoyen confidentiel défense, entre guillemets, donc il y a eu une enquête sur moi, etc., pour que j'ai toutes les accréditations, bah, j'ai pu avoir accès à des informations très croustillantes concernant l'histoire militaire. Et bah, j'étais au cœur du cœur et par accident, je suis tombé sur quelques vérités historiques très intéressantes sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, où j'ai pu avoir, grâce à mes accréditations, un peu le fin mot de l'histoire, que je ne peux pas vous révéler malheureusement, mais tout du moins, ça m'a ouvert l'esprit parce que moi, j'étais comme monsieur tout le monde au départ. Et donc, à partir de là, quand j'ai vu les énormités de l'histoire qu'on nous cachait, à partir de là, transformation et je me suis mise à rechercher les vraies informations, entre guillemets, hein, même si ça ressemble plus à une quête qu'autre chose, peut-être même plus qu'à de l'investigation. Mais en tous les cas, c'est comme ça que j'ai basculé et ça fait 25 ans que je fais ça, pour ainsi dire, sans discontinuer. Donc voilà, à partir de là, Et depuis géopolitique. combien de temps sur les réseaux sociaux, sur l'Internet? À peu près 7 ans, c'est ça? Voilà, à peu près 7 ans. Je faisais quelques conférences comme ça, mais tout à fait d'amateurs avec tous ceux qui étaient intéressés à Saint-Michel, juste à la sortie du métro Saint-Michel, Mhm. dans les bars-restaurants. Et voilà, j'ai pris le goût de la pédagogie pour dire au groupe, à tous ceux qui voulaient se présenter, à tous ceux qui étaient intéressés à à ce qui pouvait être intéressant de savoir dans le monde, que l'explication exacte de Tchernobyl, comment ça s'est passé, Par l'explication exemple. exacte de Fukushima, et bien d'autres choses, le 11 septembre, etc., etc. Voilà. Et à Pour partir vous de là, intéresser au-dessous de l'histoire, en quelque sorte. moi, au début, j'étais vraiment dans les dessous de l'histoire, vraiment les choses qu'il ne faut vraiment, vraiment pas dire en public. Mhm. Et mais moi, contrairement à beaucoup d'autres, et je pense que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a fonctionné un petit peu, c'est que contrairement à beaucoup d'autres, moi, quand j'avais des arguments à présenter, je montrais les preuves.
Donc les câbles des ambassadeurs, les câbles des généraux, des documents originaux de l'époque. Et moi, quand j'avais quelque chose à présenter, un argument, je montrais toujours les preuves, que ça soit un grand journal, une grande référence, mais c'était souvent Hum. des choses étatiques ou qui vient de la librairie militaire américaine, par exemple, de Washington, de la CIA, parce que je regarde les documents déclassifiés de la CIA aussi, Oui, mais etc. alors Et là, maintenant, voilà, il y a certains documents, vous les avez parce qu'ils sont déclassifiés. Donc vous allez à la source, vous êtes quelqu'un, vous êtes un voilà, véritable journaliste d'investigation. Dieu sait comme il voilà. en manque dans nos milieux. Mais il y a des informations que vous aviez à l'époque où vous étiez au SGDN que vous n'avez plus maintenant sur ce dont vous allez nous parler. Mais néanmoins, vous recoupez à peu près des informations. Comment vous faites? Je passe mon temps à recouper les informations. En fait, c'est très pénible, très fastidieux et ça me prend des heures tous les jours. Alors, j'ai la chance d'avoir un métier parallèle qui me permette Mhm. de finir tôt et donc de travailler beaucoup parce que je travaille beaucoup, parce qu'en fait, j'ai pas de mal, c'est une passion. Et donc, je lis énormément de journaux internationaux par jour. Je vais énormément sur Internet, sur les réseaux sociaux. Bon, moi, c'est VK, Telegram, bien entendu, mais YouTube aussi, Odyssée, mais c'est surtout des journaux. Je lis surtout des journaux internationaux, mais pas que le Washington Post, le Financial Times, The Economist, aussi Anadolu Ajansi, par exemple, qui est un journal turc, des journaux du Kazakhstan, des journaux africains, El País, ce journal espagnol. Quoi. Je ne lis pas que les grands, les plus connus. Global Times, le grand journal international chinois, etc. Je ne peux pas tous vous les dire parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et Donc, c'est une puis, revue de voilà. presse condensée de géopolitique qui vous permet d'avoir de multiples sources et qui vous permet de les recouper. Mais C'est alors, ça. l'information n'est pas la même partout, on est d'accord. Exactement, exactement. Et en fait, c'est comme ça que je me suis aperçu avec le temps et l'expérience qu'en fait, pour l'Europe, les journaux qui peuvent des fois divulguer la vérité, c'est souvent des journaux allemands ou le journal espagnol El País, en Ah oui. parlant que des grands médias, hein, bien sûr. Mhm. Hein. On a des fois des vraies informations qui viennent de Der Spiegel, voilà, ou Handelsblast, je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Non. Bon, bref, voilà, donc beaucoup de recoupements d'informations et je travaille en gros 6 ou 7 heures par jour à lire des Ah, quand même, informations. Hmm. quand même. Alors, bah écoutez, on va tout de suite un petit peu tester, si je peux me permettre, les connaissances qui sont les vôtres dans un conflit qui nous occupe depuis plus de 2 ans, maintenant 2 ans et demi, c'est-à-dire et on aura le troisième anniversaire cette année, enfin anniversaire, je ne sais pas s'il faut parler d'anniversaire d'ailleurs, qui est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous voulez, en quelques minutes, vraiment nous résumer, vous, l'angle de vision qui est la vôtre de ce conflit, opération spéciale, guerre véritable, qui l'a débuté et pourquoi? Et puis très vite, on Oula. ira, puisque c'est un sujet qu'on connaît bien sur Géopolitique profonde, j'ai envie de dire sur les actualités, les toutes dernières actualités, et on parlera peut-être même dans cette émission, si c'est possible, à la fois de faire un parallèle entre le conflit en Ukraine et puis ce qui se passe au Proche-Orient. Et peut-être faire une petite revue des dernières avancées technologiques. Je crois que cette semaine, ce sera en matière de drones. Et moi, Oui, tout à j'aimerais fait. que, à chaque fois que nous puissions vous avoir, Stéphane, dans nos émissions, eh bien, à chaque fois, nous ayons au moins une arme nouvelle, moderne, bombes, missiles, tanks, tout ce que vous voudrez bien, plus même le brouillage électronique, afin de voir un petit peu où on en est, parce que on aurait aimé apprendre un peu avant, par exemple, le fameux noisetier, l'orejnik, qui nous est apparu Oui, comme ça, on s'est dit, mais d'où ça vient? Eh bien, je pense qu'avec des gens, je pense que vous étiez au courant de ce qui était en train de se tramer sur ce oui, sujet bien oui. avant qu'on ne le sache nous-mêmes. Oui, tout à fait.
Alors bon, vaste programme, hein. Oui, oui, mais Et on ne commence aujourd'hui, mais on va avoir d'autres émissions, ne vous inquiétez pas. alors, bon, alors, quant à qui a commencé, dois-je vraiment le préciser? Vous n'êtes pas obligé, hein, c'était des questions bateau, hein. Mais bon, oui, bon, bah, bon, pour les auditeurs qui ne savent pas trop ce qui se passe, oui, bah, évidemment, c'est l'OTAN qui a commencé, et plus précisément les États-Unis. Et en fait, l'origine de l'origine, alors vraiment en quelques secondes, hein, on a 1991, on a James Baker qui promet à Gorbatchev de ne pas avancer d'un pouce vers l'Est. Évidemment, bon, bah, c'était faux. Suite à Euh, la chute du mur de Berlin. Mhm. voilà, Gorbatchev, donc lui, qui commençait à faire Perestroïka et autres, Glasnost, ben lui, il avait une vue occidentale un peu idéalisée, il a fait confiance, malheur à lui. Et qui a pris le relais et qui a vraiment détruit la confiance, bah, c'est Boris Yeltsin, bien évidemment. Et à partir de là, bah, n'oublions pas qu'on a Poutine qui a dit que c'était la plus grande catastrophe de la Russie quand il y a eu cette fameuse scission et la création de la CEI concernant la destruction de l'Union soviétique. Donc ça, c'est l'origine de l'origine. Mais sinon, pour aller, on passe toutes les étapes, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais là, on n'a pas le temps. Donc, on va revenir à 2014, évidemment, la révolution de Maïdan, qui a été faite par les États-Unis, par la CIA, coup d'État, dont un haut responsable américain avait dit que c'était le coup d'État le plus flagrant de l'histoire, hein. Là, moi qui est un admirateur de Michel Collomb, que vous devez certainement connaître, il a fait des ouvrages là-dessus que j'ai lus, bien entendu, et je l'en remercie, un très grand reporter qui est Michel Collomb, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et là, sur le Maïdan, Kiev, le coup d'État américain en 2014, la création des accords de Minsk en septembre 2014, le Minsk 1 puis Minsk 2 en février 2015, qui a fait que Victoria Nuland, déjà, qui était l'architecte du coup d'État, avec Jeffrey Piat, l'ambassadeur américain qui était à Kiev à ce moment-là, ils étaient l'architecte du coup d'État, les petites mains de la Maison-Blanche pour faire ce coup d'État en 2014. Et bien après, évidemment, il y a eu les accords de Minsk. Donc on peut dire qui ont participé au coup d'État, on peut le dire, hein, pour virer Yanukovych, on peut dire qu'il y a eu Angela Merkel, François Hollande, bien sûr, et les États-Unis, le grand marionnettiste. Alors pourquoi? Bah parce que Angela Merkel, elle l'a reconnu lors d'un entretien télévisé dans un grand journal allemand que bah, c'était pour rouler Vladimir Poutine dans la farine le temps de renforcer l'Ukraine pour une future guerre avec la Russie. Donc elle l'a avoué. Une semaine ou 2 semaines plus tard, François Hollande a confirmé les dires d'Angela Merkel. Donc en gros, on s'était complètement grillé, nous les Européens. Vladimir Poutine, qui a été extrêmement patient, qui a attendu pendant 8 ans, alors que le Donbass se faisait bombarder, et que ça a fait environ 14 000, 15 000 morts en mélangeant tous les morts, hein, des deux côtés, mais ça a fait surtout des morts du côté des Ukrainiens du Donbass. Donc il ne faut pas oublier qu'à cause du remplaçant de Yanukovych, donc Porochenko, qui était un anti-russe à fond, lui, il considérait, et d'ailleurs il l'a dit à la télévision ukrainienne, il a dit que les Ukrainiens de l'Est étaient des sous-hommes, hein, qui devaient se cacher dans leur cave, qu'on ne devait pas payer leur retraite, etc., etc. Donc à partir de là, bon, Vladimir Poutine, il a quand même tenu, il a quand même cru, il a été vraiment naïf sur ce coup-là un petit peu. Puis au final, il a craqué. Donc voilà, 24 février 2022, c'est l'opération militaire spéciale. Voilà, bon, ça c'était pour le commencement.
Voilà, c'était pour donner une introduction. Vous avez passé votre épreuve et le cap. On va pouvoir passer à la question suivante. En fait, Stéphane Bonnard, c'est finalement les dernières informations, parce que on en apprend tous les jours. On nous explique tout et son contraire. On a énormément de mal à distinguer entre ce qui est le fake news le plus absolu, entre ceux qui disent, mais de toute façon, la capitulation de l'Ukraine est pour demain, ceux qui disent les Russes s'enlisent, ceux qui disent attention, l'Ukraine de toute façon finira par triompher, les Russes n'auront bientôt plus de munitions. Moi, ce que j'aimerais avoir comme information aujourd'hui, puisque nous sommes dans une matinale, Stéphane, c'est quelles sont les dernières nouvelles du front? Où en sommes-nous? Alors, quelles sont les dernières nouvelles du front? Eh bien, en fait, là, ce qui se passe de plus saillant, c'est sur Grand Novosilka. Grand Novosilka, c'est un chaudron important qui se situe à l'ouest d'Ougledar. Alors, Ougledar, on dit Ougledar, c'est en russe, hein, c'est Vuhledar pour les Occidentaux, mais le vrai terme, c'est Ougledar. Et bien, à l'ouest, il y a Grand Novosilka, un chaudron qui est en train de se refermer. Et là, c'est très intéressant en tant que dernière nouvelle, puisque sur Grand Novosilka, il y avait environ 2000 soldats, d'après ce que moi j'ai pu savoir, ukrainiens. Et là, c'est la Bérésina à Grand Novosilka. Et là, ils veulent faire une retraite, les soldats, d'après ce qu'on peut lire de blogueurs ukrainiens, mais ils en ont l'interdiction. Donc, en gros, on leur demande de tenir héroïquement, et ça fait comme partout. Ça fait comme Ougledar, ça fait comme Kurakovo, ça fait comme Bakhmut. Zelensky ne donne jamais un ordre de retraite. Lui, c'est toujours tenez bon jusqu'à la fin. C'est absolument ridicule. Gagner Et du d'ailleurs, temps. Pourquoi il fait ça? bah, c'est une politique de la communication. En fait, il fait ça, c'est que pour tenir au niveau de la communication internationale. Zelensky sait très bien ce qu'il en est. Il sait très bien ce qu'il en est, mais le but du jeu, c'est de faire tourner le spectacle le plus longtemps possible pour qu'il se maintienne au pouvoir le plus longtemps possible. Hein, en réalité, Zelensky n'est plus président depuis mai 2024, en réalité, depuis le 27 mai. Donc, en réalité, il n'est plus président. Donc, Vladimir Poutine avait dit, en réalité, celui à qui il devrait parler, c'était le président de la Rada. Mais bon, bref, donc Zelensky fait ça pour le show, pour le spectacle, pour la communication et pour parler aux grands médias internationaux occidentaux pour leur dire regardez, nous on est encore vivants, on fait encore des actions, regardez comment on résiste, regardez comment on est courageux, mais en fait c'est pas du courage, c'est du suicide. Et toutes les actions qui ont été faites depuis le 24 février par les Ukrainiens n'ont aucun sens militairement. Ça n'a aucun sens. Il y a rien, il y a aucune logique, tout simplement parce À qu'ils n'avaient Kursk pas les aussi? forces dès le départ. Kursk? Alors, Kursk, alors là, c'est le pire du pire du pire. Kursk n'aurait jamais dû exister. C'est un front qui a été inventé pour Zelensky pour dire regardez aux yeux de tous qu'on en a encore dans le ventre, qu'on en a encore sous le capot et qu'on peut faire quelque chose. Kursk, ça a créé une mort encore plus rapide de l'Ukraine. Ça a accéléré considérablement la mort de l'Ukraine militairement, puisque pour Kursk, il a fallu prendre les meilleures forces, et les meilleures forces, on les a pris dans l'oblast de Zaporozhye, plus précisément des sections autour de la ville d'Orirov, qui est à Zaporozhye. Orirov, c'était le point de départ de la grande offensive ukrainienne qui devait ensuite piquer sur Tokmak, enfin Mélitopol et en dernier la mer d'Azov. Donc ça a été un fiasco absolument monumental à cause des défenses de Sourovikine, bien entendu. Guerre d'attrition décidée par Sourovikine massivement, qui a fonctionné, et les Russes gardent cette guerre d'attrition absolument. Et à Kursk, les Russes font exactement la même chose. Ils ne se C'est-à-dire que précipitent les pas. Ukrainiens, On n'est pas dans la panique. Ils continuent. Ils y vont tranquillement. Ils détruisent voilà, toutes les forces. voilà. Donc à Kursk, les Russes, parce qu'on m'a souvent demandé, mais comment ça se fait, les Russes, c'est chez eux à Kursk, Oui. c'est l'oblast de Kursk, ils ont quand même maintenant énormément de matériel, d'obusiers,
de Sukhoi 25. Bon, les Sukhoi 25, c'est l'équivalent des A-10, les Warthog américains, c'est les avions anti-blindés. Bref, ils ont ça, ils ont les drones, ils ont les hélicoptères de combat, les fameux Ka-52. Ils ont tout. Ils pourraient les écraser et prendre le QG ukrainien qui est à Soudzha, Alors là où pourquoi ils il le y a font le pas? nœud gazier. Voilà. Et ils pourraient, mais ils ne le font pas parce Pourquoi? que le général qui s'occupe de Kursk, lui, il est très content que les meilleures troupes soient envoyées, que le meilleur matériel de l'OTAN soit envoyé. Il est détruit au fur et à mesure. Et moi, d'après ce que j'ai compris, bon, je ne fais pas partie de l'état-major russe, mais c'est comme ça que je l'ai compris, étant donné les forces qui sont très faibles ukrainiennes à Kursk et les forces en réalité très puissantes à Kursk côté russe. Donc c'est comme ça que moi je l'analyse pour Kursk. Sinon, Pas de Coréens à Kursk? On n'en trouve pas? alors là, j'ai longuement fait des vidéos sur les Nord-Coréens à Kursk. Non, bien évidemment, l'histoire des Nord-Coréens à Kursk, ça a été inventé sur ordre de Washington par la Corée du Sud. C'est la Corée du Sud qui a inventé, qui a créé au niveau des médias internationaux l'histoire des Coréens du Nord qu'on avait vu d'abord en formation à Vladivostok. Ils étaient 2300, après 2700 envoyés sur Kursk. Et puis après, bon, le Pentagone a rebondi. Après, ils étaient 11 000, 12 000, 13 000 à Kursk. Ça, c'est le Pentagone qui le disait dans le New York Times. C'était complètement ridicule. Et il y a eu un pavé dans la mare. Donc je crois, alors à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais je crois être le seul à l'avoir souligné. C'est le fameux article de la BBC, un grand article de première page. Et personne n'en a parlé, c'est dommage, où l'article de la BBC a interviewé des capitaines et des commandants de l'armée ukrainienne à Kursk pour leur demander mais s'ils avaient vu des soldats nord-coréens, et les soldats de Kursk avaient répondu en se moquant aux journalistes de la BBC, nous on n'en a pas vu, mais ce serait quand même étonnant que les forêts de Kursk abritent des Nord-Coréens. Et la citation. Non, bien sûr que l'histoire des Nord-Coréens ont été inventées par Washington afin de donner un prétexte à l'Ukraine pour dire aux yeux du monde, ah bah regardez, l'Ukraine elle a du mal à avancer à Kursk, alors que c'était en réalité un bon plan Kursk, hein. Mais elle a du mal à avancer, ah bah regardez, il y a des Nord-Coréens, il y en a 13 000. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. C'est pas parce que la Russie est puissante. Non, non, non. C'est parce qu'il y a les Nord-Coréens. Bon, évidemment, c'est complètement ridicule et tout le monde l'a maintenant deviné, quoi. Tout du moins, j'ose l'espérer. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.